pense que vous êtes tous déjà tombés au moins une fois, que ce soit à vélo ou même sur un sol glissant. Et pour certains d'entre vous, la chute a peut-être laissé des cicatrices, peut-être même des fractures. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous tombiez de bien plus haut? Eh bien, rapprochez-vous mes Ramdia KLM. Aujourd'hui, nous allons explorer les effets d'une chute depuis 30 étages. C'est infernal. Bon, déjà, on verra pourquoi les chances de survie sont presque nulles, mais pas de zéro. Et on découvrira ce que le corps endure lors des différents impacts. Et enfin, on verra dans quelles rares circonstances un être humain peut, contre toute attente, survivre et comment c'est possible. Mais on commence déjà par sauter du premier étage. Bon, déjà, on va commencer avec une blague qui aurait vraiment pu mal tourner. Parce que le 23 août 2025, dans le nord-ouest de la France, un adulte de 29 ans se penche sur le rebord de sa fenêtre et là, il tombe du premier étage. Le truc, c'est qu'il tombe la tête la première, mais il se réceptionne sur le ventre dans l'herbe de son jardin. Là, les secours arrivent rapidement sur place et ils s'aperçoivent que l'homme n'a que des blessures superficielles. Et quand les pompiers lui demandent ce qu'il s'est passé, il répond qu'il voulait juste faire une blague à son ami en dessous de sa fenêtre, en lui versant un seau d'eau dessus. C'était vraiment drôle. Pourtant, il a quand même eu de la chance, parce qu'il faut savoir que même d'un étage, le corps encaisse déjà une force considérable. En fait, le saut d'un étage, ça représente en moyenne 3 mètres de haut. Après, ce chiffre, il varie bien sûr selon la hauteur des plafonds et des rez-de-chaussée, bien sûr. Mais une chute de 3 mètres, ça correspond à un choc à 30 km/h. En gros, c'est comme percuter un mur en scooter sans casque. Et d'ailleurs, les chutes en général, qu'elles surviennent à vélo ou lors d'une activité sportive ou même à la maison, c'est à peu près 10% des traumatismes pris en charge aux urgences. D'ailleurs, il y a une étude médicale qui montre que presque 80% des personnes qui ont subi des chutes graves, ils présentent au moins une fracture importante. Mais bon, à 3 mètres de haut, les blessures restent quand même modérées. A priori, vous n'allez pas mourir. Après, suivant comment vous atterrissez. Si vous tombez sur la tête, là, oui, vous pouvez mourir. Mais ce sera plutôt des entorses de cheville, de foulures de poignet quand on tente de se rattraper. Et justement, la manière de tomber est importante. Et ça, c'est une leçon qu'une adolescente de 15 ans a malheureusement apprise à ses dépens en juillet 2013, dans le Val-de-Marne. Alors qu'elle passait l'après-midi avec une amie, elles décident toutes les deux de se rendre chez un camarade. Mais la mère de ce camarade rentre plus tôt que prévu à la maison. Ce qui est quand même problématique, parce que l'ado n'avait pas le droit de recevoir qui que ce soit chez lui. Donc là, dans la précipitation, l'adolescente, elle doit fuir le plus rapidement de la maison, de la chambre du gars. Donc elle ouvre la fenêtre du premier étage, elle se jette dans le vide, en étant persuadée que là, elle pourra se rattraper une fois au sol. Mais la réception sur le sol, elle est beaucoup plus brutale qu'elle l'imaginait. Et donc, résultat, une fracture du bassin et du bras. Et ça, c'est une parfaite illustration de ce que les traumatologues appellent la biomécanique de la chute. En fait, c'est la différence entre une réception raide avec des jambes tendues et un corps crispé et une réception souple avec des genoux fléchis comme avec une roulade. Et là, vous voyez notre cobaye, Gustave, en l'occurrence, il s'en est plutôt bien sorti. En fait, il s'est réceptionné correctement, il a juste un peu mal aux jambes, quoi. Parce que oui, atterrir correctement lors d'une chute, c'est pas si simple. En fait, ça demande de la technique et du coup de l'entraînement. Et d'ailleurs, ça, c'est la première chose que l'on vous apprend lorsque vous faites du parcours. Vous savez, en fait, c'est le sport où les gens, ils sautent de toit en toit. C'est un sport donc un peu risqué, mais ils apprennent à contrôler leur chute en cas d'incident. Lors d'un tournage d'une vidéo de parcours, je fais un saut sur un container à environ 4 mètres de haut. Mais mon pied glisse sur un tas de feuilles et je perds l'équilibre. Je tombe en arrière et je réfléchis comme un robot pour éviter la catastrophe. Je verrouille mes mains sur le container, sauf que si je reste comme ça, je vais forcer sur les bras et partir en arrière la tête la première. Alors, je lâche une main pour pivoter sur moi-même, ce qui permet d'atterrir au sol, sans bobo, ni rien d'autre. Mais la réception, c'est pas le seul facteur à prendre en compte. En fait, la surface d'impact, ça a un rôle déterminant dans le résultat de la chute. Et le pire scénario, ce serait de tomber sur du béton. Car là, les risques, ils montent en flèche. Donc, notamment, plein de fractures ou même des traumatismes crâniens. Non. Le mieux, c'est vraiment de tomber sur de l'herbe, ou alors de la terre, ou même un buisson. Parce que la surface, ça fait comme une éponge, ça va absorber un peu votre énergie, ça va amortir la chute. Et là, vous allez me dire, ah putain, mais il y a encore mieux que l'herbe, ce serait de tomber dans de l'eau, parce que c'est pas solide. Eh bien, figurez-vous que non. Parce que, par exemple, à 30 km/h, l'eau, ça peut devenir une surface vraiment solide. Donc, le choc peut provoquer des blessures tout aussi graves que le béton, qui peut paraître assez fou. Donc, si vous tombez mal dans l'eau, vous éclatez la gueule. Mais j'en reparlerai plus tard, parce que j'ai déjà eu une vraiment très mauvaise expérience avec ça. Et justement, dans le sud-ouest de la France, en mai 2025, il y a un jeune trentenaire qui s'est volontairement jeté du premier étage de son immeuble. Le truc, c'est qu'en bas, c'était ni de la terre, ni de l'herbe qui l'attendait, mais une voiture stationnée. Alors, au final, il a atterri sur le pare-brise,
ça s'est pété, mais ça a quand même amorti partiellement sa chute. Mais le truc, c'est que comme c'est du verre, ça a causé plein de fractures et des blessures quand même assez sévères. Et d'ailleurs, les urgentistes expliquent que les structures qui cèdent sous notre poids amortissent la chute, oui, mais ce sont souvent elles qui vous blessent aussi le plus. Donc voilà, il y a quand même un facteur chance qui dépend de ce qui vous attend en bas, clairement. Mais bon, notre cobaye, il s'en tire pas trop mal. En fait, il a juste une petite fracture à la cheville vu qu'il est tombé sur l'herbe. Par contre, accrochez-vous, parce que là, on va maintenant monter à 5 étages. Et on va voir qu'avec cette hauteur, les blessures deviennent bien plus graves. Alors, il se trouve qu'à Nice, en septembre 2023, les gendarmes ont été alertés d'un incident sur la voie urbaine. Il se trouve qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui s'appelle Mathis, a volontairement sauté d'une voie rapide à une autre. Sauf que le gars, il s'est un peu raté et il a chuté alors d'une quinzaine de mètres, soit à peu près un immeuble de 5 étages. Là, les automobilistes préviennent immédiatement les secours et quand les derniers arrivent, l'homme est toujours conscient et vivant. Là, il est rapidement pris en charge et hospitalisé et finalement, le bilan médical révèle qu'il ne souffre que de quelques blessures, vraiment légères. Parce que quand même, faut savoir, mais une chute de 15 mètres sans séquelles, c'est rare. Normalement, ça arrive pas, En fait, à cette hauteur, la vitesse, elle atteint près de 60 km/h au moment de l'impact. En fait, le choc est comparable à un accident de voiture si vous n'avez pas de ceinture de sécurité. Et du coup, les chances de survie diminuent drastiquement, même avec une intervention médicale rapide. D'ailleurs, je peux vraiment vous l'annoncer, c'est l'accident qui m'était arrivé personnellement lors d'un team building que j'avais fait avec toute mon équipe et on avait fait une activité canyoning. C'est un peu comme un parc aquatique naturel puisque vous avez des toboggans, des moments où vous allez grimper des trucs, vraiment c'est super. Et à un moment, il y a une cascade. Elle fait à peu près 9 mètres. Il se trouve qu'en bas, il y a de l'eau. Si on saute, c'est bon. Sauf que vous voyez, quand vous êtes face au vide, vous voyez vraiment les 9 mètres, même s'il y a de l'eau en bas, à ce moment-là, c'est fou, mais vous avez une peur viscérale qui vous prend. Quand vous sautez dans l'eau, il faut descendre en piqué, de sorte à crever l'eau un petit peu comme une aiguille qui traverserait quelque chose. Moi, il se trouve que je suis pas tombé en fait comme une aiguille, mais plutôt comme une aiguille bourrée, j'ai envie de dire. Donc en fait, je me suis fait un semi-plat et ça m'a éclaté les côtes, ce qui fait qu'après, pendant plusieurs mois, j'avais un peu de mal à respirer. Après, ça a cicatrisé et ça allait mieux, mais pas une partie hyper grave, Bon, en tout cas, comme je vous le disais, le problème, c'est pas tant la chute en elle-même. Le problème, c'est l'arrêt brutal au moment où vous touchez le sol. Parce que le corps humain, c'est pas un secret, il est pas fait pour encaisser une décélération aussi violente. En fait, en chute libre, la vitesse, elle augmente progressivement. Mais au moment de l'impact, cette vitesse passe de, par exemple, 60 à 0 instantanément. Et c'est cette transition instantanée qui peut pulvériser les tissus et les os. Concrètement, quand on touche le sol, toute l'énergie de la chute doit se dissiper. Et donc, les os longs, comme les jambes, absorbent souvent le premier choc et se brisent. Là, on se dit, mais c'est horrible, il pourrait pas résister. En fait, c'est bien fait parce que si ces os-là se brisent, ça évitera que notre cœur, juste au-dessus, il ait à encaisser un choc trop fort. Donc, c'est un petit peu comme un système d'urgence d'une certaine manière. Et c'est là que les chats nous donnent une petite leçon quand même parce que jusqu'à une certaine hauteur quand même, ils ont la capacité de retomber sur leurs pattes grâce au réflexe de redressement. Mais surtout, leur corps, il est plus souple et ils écartent leurs membres pour augmenter la surface de contact et freiner légèrement leur chute. Un peu comme un parachute, Ils se mettent comme as, Hop, hop, hop. Alors qu'un humain, lui, il a souvent le réflexe de se crisper comme ça. Ce qui fait qu'il ressemble plus à un caillou et donc il chute d'autant plus vite. Et ça augmente aussi les fractures. Nous avons analysé 132 cas de chats tombés d'immeubles. Et nous avons constaté que les chats tombés de hauteur supérieure à 7 étages présentaient moins de blessures graves que ceux tombés de 3 étages. Passé une certaine distance, l'animal atteint sa vitesse limite. Il se détend, il écarte ses pattes et il amortit mieux l'impact. Ce mécanisme, appelé réflexe de redressement, explique pourquoi les chats survivent souvent à des chutes impressionnantes, contrairement aux humains. Mais comme vous le savez, notre cher cobaye n'est pas un chat, et donc la chute est moins contrôlée et donc plus douloureuse. Et d'ailleurs, c'est pas un secret, mais les personnes âgées sont plus exposées que les autres. En fait, les chutes représentent la première cause de mortalité accidentelle chez les plus de 65 ans. Chaque année, c'est simple, ça provoque plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès. Et en vrai, elle tombe pas de 5 étages, on est d'accord. Les accidents, ça se produit souvent à la maison, et c'est généralement une petite glissade dans les escaliers. Mais malheureusement, il leur arrive de faire des chutes d'une hauteur beaucoup plus dangereuse. Par exemple, en 2018, une petite dame de 98 ans a été hospitalisée dans une clinique au nord de la France. Parce qu'il se trouve qu'en pleine journée, la petite dame, elle s'approche de la fenêtre de sa chambre et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais elle chute du 5e étage. Et en bas, les membres du personnel assistent impuissants à la scène. Malgré l'intervention immédiate des secours et des équipes médicales, en fait, malheureusement, à cette hauteur, l'impact, il est fatal. Et du coup, la vieille dame décède sur le coup. Après, parmi les autres personnes aussi considérées comme vulnérables, il y a les gamins. Parce qu'en fait, leur curiosité naturelle et puis leur absence de conscience du danger les pousse à grimper sur des balcons ou des meubles assez instables. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, leur corps n'est pas exactement comme celui d'un adulte. C'est pas un adulte miniature. En fait, leurs os, ils sont plus flexibles. Et en plus, comme leur masse corporelle est plus faible,
l'impact, il est moins violent. En gros, il ressemble un peu à des chats. Et c'est pour ça qu'un enfant qui pourrait sauter, par exemple, du 5e étage, aurait plus de chances de survie qu'un adulte. Après, ça veut pas dire qu'il survivra, on est d'accord. Mais c'est quand même ce qui est arrivé à une fillette de 14 mois en région parisienne, en 2010. Alors, d'après sa mère, la fillette avait escaladé le lit de ses parents, puis elle s'était hissée maladroitement sur le rebord de la fenêtre, avant de, sans faire exprès, tomber dans le vide. Et malgré la chute impressionnante du 5e étage, l'enfant s'en est sortie presque indemne, parce qu'elle a eu la chance d'atterrir sur des plantations en bas de l'immeuble. Alors elle s'en est sortie avec seulement un plâtre à la jambe, ce qui est quand même un miracle au vu du fait qu'elle est tombée de 15 mètres. Et justement, si les enfants y résistent mieux, alors c'est parce que déjà ils sont moins lourds, leurs os ils sont plus souples, mais aussi ils sont moins crispés naturellement. Et donc quand les muscles sont relâchés, eh bien ils jouent un rôle d'amortisseur. Et ils absorbent mieux une partie de l'énergie. Alors que si vous êtes tout raide, comme un bout de bois, tout l'impact va directement aux os et aux organes, et c'est ça qui fait que vous aurez des fractures ou d'autres choses qui pourraient vous tuer. Et pour illustrer ça, je vais vous parler d'Amy. C'est une Anglaise de 24 ans qui, au moment des faits, séjourne à un hôtel à Malaga en 2014. Et à un moment, elle est prise d'une crise de somnambulisme et Amy, elle ouvre la fenêtre de sa chambre et elle tombe de 5 étages. Sauf que l'avantage dans son malheur, c'est qu'elle ne se réveille pas pendant la chute. Et donc, son corps reste totalement relâché, comme une poupée de chiffon. Au moment de l'impact, ça fait mal, elle a plusieurs fractures, elle a un poumon perforé, une hémorragie cérébrale, mais elle survit, alors que normalement, ça devrait être fatal. Alors que si elle s'était réveillée pendant sa chute, là, son corps se serait probablement crispé et ça l'aurait sûrement tué. En tout cas, je sais pas si elle était en train de rêver pendant sa crise de somnambulisme, mais le réveil a dû être folklorique, quoi. En tout cas, notez qu'à 5 étages, les statistiques médicales estiment que votre taux de survie est de 25%. Et en survivant, vous avez beaucoup de séquelles. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on monte à 15 étages ? Alors, il se trouve que l'année dernière, un ouvrier est en train d'effectuer des travaux d'entretien sur la passerelle à côté d'un téléphérique au sommet d'une colline en Malaisie. Pas de bol, les conditions météo, elles sont pas ouf et du coup, l'ouvrier tombe de la plateforme qui se situe à environ 45 mètres au-dessus du sol, soit à peu près 15 étages. Et en dessous de la plateforme, il se trouve que c'est une forêt très dense. Là, très rapidement, les autorités et les secours sont alertés et ils se lancent à la recherche du père de famille, parce que oui, il est père de famille, et quand ils le retrouvent, bien, il est déjà trop tard. En fait, l'homme a succombé à ses blessures. Parce que oui, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est les raisons d'une chute d'une telle hauteur. Parce que si tomber d'un muret d'1 mètre, c'est anodin, tomber de 45 mètres, ça l'est beaucoup moins. Là, c'est le petit moment statistique. À quoi sont causées toutes les chutes? Alors, 40%, ça vient d'accidents du travail, 22%, ce sont des gens qui se suicident. Et le reste, ce sont des accidents domestiques ou alors de sport comme le parcours. Et d'ailleurs, il faut savoir que les chutes restent la principale cause de mortalité au travail. Par exemple, en 2023, 2 rapports ont été publiés en Angleterre qui indiquent que 135 travailleurs ont été tués à cause d'une chute. Ces données nous rappellent avec force les conséquences des manquements en matière de santé et de sécurité et que nos efforts pour prévenir les accidents ne doivent pas s'arrêter. Ce sont 135 vies perdues en 1 an. Ce sont 135 familles, amis et collègues qui doivent faire face à une perte dévastatrice. Nous ne pouvons pas accepter cela. Avec une bonne sécurité, ces risques peuvent être évités. Et là, notre cobaye, Gustave, se trouve très haut et sans protection. Et donc, la chute ne lui laissera que très peu de chances de survivre. Parce que oui, à 15 étages de haut, les chances de survie sont de 5%. Et là, les blessures typiques d'une chute de 15 étages, ça implique des fractures multiples, du crâne, du bassin, jusqu'à la colonne vertébrale. Et dans le pire des cas, ça peut provoquer des déchirures internes, si vous survivez. En fait, d'après une étude menée par une équipe de pneumologues, quand une personne chute d'environ 50 mètres dans l'eau, l'impact peut causer des graves lésions aux poumons. Ils ont fait une petite recherche sur une quinzaine de patients qui ont tenté de se suicider à cette hauteur. Et chez les survivants, parce qu'il y en a qui survivaient, on a observé pas mal de sang dans le crachat, une respiration difficile, une chute de tension. Mais comme les poumons sont abîmés, parfois il y a de l'air qui peut fuir dans la cage thoracique. Et là, écoutez, on peut le voir avec notre cobaye Gustave qui est tombé pendant son travail. Et là, ça a l'air vraiment assez grave. L'impact avec une chute de 15 étages, ça entraîne souvent un écrasement du thorax. Et donc ça fait un effondrement respiratoire qui peut mener alors à l'arrêt cardiaque. Bon, après, en tout cas, il y a d'autres organes qui sont touchés. Il y a le foie, la rate, les reins. Et le risque, en vrai, à ce moment-là, c'est d'avoir des hémorragies internes massives qui sont souvent fatales, même avant l'arrivée à l'hosto. Parce qu'en vrai, même si vous survivez, la suite, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais vraiment du combattant. Là, les soins intensifs peuvent être longs, les opérations chirurgicales multiples, la rééducation peut même durer des années et une récupération totale est pratiquement impossible. Bon, en tout cas, pour en revenir à notre cher cobaye Gustave, sa cage thoracique a encaissé un choc violent et il est en arrêt cardiaque. Parce que parmi les quelques rares survivants de chutes de grande hauteur, plus de 80% ont des séquelles permanentes, que ce soit des paralysies ou une atteinte neurologique grave. Et ça, c'est aussi le cas de Anna Gavios, qui est une américaine tombée d'une falaise en Thaïlande en 2016.
Parce que là, alors qu'elle tente de retrouver son hébergement, un homme lui propose de la raccompagner à l'hôtel avant de l'agresser. En tentant de lui échapper, elle fait une chute de 45 mètres d'une falaise et elle atterrit sur le dos. Elle est secourue que 8 heures plus tard, elle a des lourds séquelles, mais elle survit. Et malgré tout ça, elle a trouvé la force de se relever, mais au sens figuré comme au sens propre, parce qu'elle s'est mise à pouvoir remarcher avec des béquilles. En fuyant mon agresseur, j'ai glissé et je suis tombée d'environ 45 mètres du haut de la falaise. Lorsque j'ai été conduite à l'hôpital, c'était trop tard. J'avais une lésion irréversible de la moelle épinière qui a affecté les muscles du bas du corps. Je ne pensais pas survivre, encore moins continuer à marcher, mais j'ai découvert cet aspect combatif de ma personnalité. Et aujourd'hui, je cours le marathon de New York avec des béquilles. En tout cas, le diagnostic de notre cobaye est simple, il ne peut plus marcher et sa respiration va mettre beaucoup de temps à revenir à la normale. D'ailleurs, pour le petit fun fact, même à 45 mètres, on est encore loin du record mondial du plus haut plongeon. Parce que oui, c'est un sport de sauter le plus haut possible dans l'eau. Parce que le record, il appartient au Suisse Lasso Schaller, qui est un athlète de l'extrême et qui a osé un plongeon de 59 mètres. Mais justement, comme lui, je vous propose de prendre encore plus de hauteur avec cette fois-ci notre ultime bafouille, les 30 étages. Alors là, on revient en France, à Épinay-sur-Seine. Ça part sur une sombre histoire de loyer impayé qui tourne au drame en décembre 2017. Parce que là, un propriétaire excédé par son locataire a décidé lui-même de récupérer ses loyers. Il vient avec une perceuse, il défonce la porte avant de la faire exploser avec des coups de pied. Là, le locataire appelle immédiatement la police en demandant une patrouille d'urgence. Mais là, quand les flics arrivent sur place, c'est l'horreur, puisque l'homme est retrouvé mort au pied de l'immeuble, après une chute vertigineuse de 30 étages. Parce que bon, soyons clairs, à partir de 30 étages, là, c'est plus des blessures qui vous attendent, c'est ce qu'on appellerait une destruction corporelle. 30 étages, c'est l'équivalent d'ailleurs de 90 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée, c'est la taille de la Statue de la Liberté à New York. En fait, à cette distance, à cette hauteur même, le corps atteint une vitesse terminale proche de 150 à 160 km/h. Et l'énergie libérée correspond à une bagnole de 1,2 tonnes qui percute un mur à pleine vitesse. Sauf que ici, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de châssis pour absorber le choc. En fait, tout l'impact est encaissé directement par le corps humain, instantanément. Et des études ont montré qu'en plus des fractures, le thorax est littéralement écrasé, avec les poumons perforés. Et les organes vitaux comme le foie, la rate ou les reins peuvent exploser sous l'impact. Et ça, c'est exactement ce qui arrive à notre cher Gustave lorsqu'il rentre en collision avec le sol. Là, les organes n'ont pas eu le temps de ralentir. Ils sont venus directement sans trop choquer avec les côtes. Résultat, 2 poumons perforés ainsi que le foie, les reins qui explosent sous le choc. Quant au crâne, il explose aussi la plupart du temps avec notamment des hémorragies cérébrales massives. En fait, à cette hauteur, les chances de décès sont de quasiment 100%. Mais pas totalement. En fait, on reste sur du 99,9%. En fait, les pompiers disent qu'en cas de chute d'une telle hauteur, les hôpitaux, qui peut paraître un peu fou, mais ne voient jamais les corps. Dans le sens où il n'en reste plus grand chose. C'était par exemple le cas d'un ouvrier qui a travaillé sur la rénovation de l'ancien hôtel Sheraton à Bruxelles en 2022. À cause de plusieurs soucis au niveau de l'échafaudage, la structure cède et l'ouvrier fait une chute du 30e étage avant de s'écraser sur une plateforme. Bon là, les secours sont prévenus, mais malgré une intervention rapide, dès qu'ils sont là, il est déjà trop tard, l'homme est décédé sur le coup. En fait, avec la vitesse et la décélération extrême, il n'y a vraiment plus rien à faire et le corps de l'homme est envoyé directement à la morgue. En fait, ces blessures expliquent pourquoi, à partir de cette hauteur, la survie est quasiment impossible. D'ailleurs, là, faut le dire, mais notre cobaye Gustave a un autre problème, encore plus grave qu'un poumon perforé, c'est que sa tête s'est détachée de sa colonne. Parce que oui, en fait, le cou peut se briser net, parfois avec une séparation totale entre la tête et la colonne vertébrale. Ça montre que la survie est quand même un peu improbable. Je veux dire, vous allez rarement survivre avec votre tête qui se balade ailleurs. Mais alors, d'où viennent ces 0,1% et quelques en fait qui survivent? Ce sont des cas vraiment rarissimes qui peuvent avoir lieu avec une combinaison vraiment improbable de facteurs. Par exemple, un angle de chute particulier ou un état d'inconscience qui relâche le corps, mais aussi la nature du sol sur lequel la personne atterrit. Là, par exemple, notre Gustave, lui, il a pas eu de bol, c'était du béton, donc là, du béton, ça fait de la sauce tomate. Et justement, la chute la plus exceptionnelle, c'est une chute de plusieurs milliers de mètres de haut. Et c'était en 1971. Une certaine Julianne Copt, qui a 17 ans, survit à l'explosion du vol Lanza 508, qui se désintègre au-dessus de l'Amazonie. Là, la jeune fille est éjectée de l'avion, elle chute de plus de 3000 mètres. Mais elle est toujours attachée à son siège. Et par chance, la densité de la jungle a amorti quand même pas mal l'impact. Elle survit et elle peut même se remettre à marcher et à se déplacer. Et pendant 11 jours, elle va errer dans la jungle en suivant un ruisseau, jusqu'à être secourue quand même par des bûcherons. Clairement, aujourd'hui, son histoire, ça reste l'un des cas les plus improbables et incroyables qu'on ait recensés. Je me suis retrouvée en chute libre, attachée à mon siège, en tournoyant, puis tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais toujours attachée à mon siège. Je me suis dit, je suis vivante, mais je peux pas croire que c'est vrai.
J'avais la clavicule cassée, une profonde coupure au bras et un œil tuméfié. Beaucoup de gens disent que c'est un miracle, et je suis d'accord. J'ai eu une chance inouïe. Parce que, bon, bien sûr, c'est exceptionnel. Au moment de la chute, ça a dû dépasser les 200 km/h, et donc sinon, on ne survit pas. N'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît, arrêtez. Mais clairement, en tout cas, la chance n'est pas au rendez-vous pour Gustave, parce qu'après une chute de 30 étages, notre cobaye préféré rend l'âme. Et voilà, cette expérience touche presque à sa fin. J'espère que ça vous a pas trop donné le vertige. En tout cas, si vous voulez avoir plein d'autres histoires assez extrêmes sur Gustave, mais pas en vidéo, eh bien sachez qu'avec mon livre Ça fait quoi, où il y a 100 expériences, dont pas mal inédites, c'est possible. Là, par exemple, on le voit, notre cobaye Gustave qui essaye de survivre à un plat de 58 mètres. C'est vrai que ça pique. Le livre est déjà disponible partout en librairie. En tout cas, avant de vous quitter, parlons quand même de cette sensation de chute. Vous savez que vous avez déjà ressenti au moment de vous endormir. La sensation de tomber et à vous réveiller quoi. Eh bien, ça a un nom et les scientifiques appellent ça un sursaut hypnique. En fait, lorsque le corps se relâche pour entrer dans le sommeil, le cerveau interprète parfois ce relâchement musculaire comme une chute réelle. Et du coup, il envoie un signal nerveux brutal accompagné de la sensation de tomber dans le vide. Après ce petit désagrément, vous replongez dans vos rêves. Mais bon, après, pour apprendre à contrôler ses rêves, là, c'est encore un autre sujet. Comme ce que je raconte dans ma saga Noisuli. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et moi, je vous dis, faites de beaux rêves. Bye.